Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. C'est parti pour un MOE spécial à Alger. On se retrouve juste après. Bienvenue à Maghreb Orient Express. Heureux de vous retrouver à Bab el-Oued, quartier emblématique d'Alger, MOE exceptionnel dans un moment exceptionnel. L'Algérie célèbre le 50e anniversaire de son indépendance. 2 générations plus tard, où en est-on? Comment vit-on en Algérie? Nous verrons notamment quel est l'état d'esprit des jeunes dans un pays où 65% de la population a moins de 25 ans. Pour commencer, j'ai rendez-vous avec l'actrice Adila Bendimerad. Elle vient de participer à son premier festival de Cannes. Ça va bien? Oui, alors je suis arrivé un peu en avance, ouais, j'ai pas eu de mal à trouver, hein, sincèrement. Ouais. Alors la Grande Poste, est-ce qu'on peut dire que c'est un lieu de ralliement à Alger? Écoute, pour les acteurs, oui, bon, il y a des terrasses pour prendre des cafés, et puis c'est entre le Théâtre National et la grande artère d'Île de Chemolade. Donc oui, on se retrouve parfois ici, oui. Alors je crois que vous avez prévu de m'emmener quelque part, Adila. On y va? Comment ça s'est passé à Cannes, Adila? On était très heureux d'être à Cannes parce que vraiment pour nous c'était très important et très précieux de pouvoir présenter un film algérien et très rare surtout. Le Repenti qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, c'est un film de Merzak Alouache. Hein. Oui, Le Repenti donc, qui parle justement d'un repenti à la fin du terrorisme après la concorde civile. C'était important de communiquer ça au monde parce que c'est quand même une vitrine du cinéma du monde, Cannes. Alors vous tourniez aussi dans le précédent film de Merzak Alouache, un Normal. En quoi ce film a-t-il une résonance particulière en Algérie? En tout cas, il a une résonance particulière pour moi en tant qu'artiste et en tant que citoyenne parce qu'il pose vraiment la question de la création, de la liberté de création, d'expression et surtout il pose le problème de la censure et de l'autocensure. Et ce film raconte la difficulté de faire un film, donc oui, en tant qu'actrice, ça me concerne. Alors Normal revient sur les événements qu'a connu l'Algérie au début de l'année 2011, les manifestations, alors qu'avait éclaté déjà le printemps arabe en Tunisie. Le 50e de l'anniversaire aujourd'hui de votre pays, 50e anniversaire de l'indépendance, Adila, qu'est-ce qui vous évoque? Ça m'évoque un drôle d'anniversaire parce qu'aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est vraiment indépendant, nous en tant qu'artistes, en tant que citoyens? Et on en est où justement de l'affranchissement? On en est où? Alors on entend souvent ici, de l'autre côté de la Méditerranée, à propos de l'Algérie, que c'est finalement un pays riche en pétrole, en gaz, mais pas seulement, mais que le peuple est pauvre. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est assez complexe et je crois que c'est beaucoup plus profond que riche ou pauvre. Le vrai sentiment que je ressens aujourd'hui en tant que citoyenne et artiste justement, c'est que l'Algérie est un pays bloqué. Je ressens beaucoup d'exaspération, beaucoup d'énergie, positif et négatif, mais en tout cas... Voilà, de l'exaspération. Donc je suis à la recherche de textes concernant les Banu Hillel, puisque ça sera mon prochain spectacle. Donc voilà, les Banu Hillel, c'est une tribu qui est arrivée pendant les invasions arabes. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est pas l'histoire, mais la légende qui raconte l'histoire de Abou Zid el-Hilali.
Et c'est pas évident à trouver parce que c'était un texte oral qui était raconté par les Hakawati pendant le Ramadan dans les cafés. Et que dit cette légende, Adila? C'est l'histoire d'un fils qui a été rejeté par son père et qui va en fait devenir un grand homme de lettres et un grand guerrier et qui va retourner pour sauver la tribu de son père. C'est important à vos yeux de vous pencher sur un sujet qui remonte à bien avant le début de la colonisation française? C'est pas une question qui se pose pour moi, c'est cette légende qui me plaît en tant qu'actrice, en tant que metteur en scène pour ce spectacle. Et elle a un souffle, c'est une vraie épopée. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment je vais la raconter dans les places publiques de toutes les petites villes, et voire même villages de l'Algérie. Mais pas à Alger, ce sera à l'intérieur du pays. 145 femmes siègent dans la nouvelle Assemblée nationale. La Benjamine s'appelle Kera Boukari. Elle représente les couleurs du Parti des travailleurs. Abdelhalim Maouchi l'a suivie entre Mostaganem et Alger. Depuis qu'elle est membre à l'Assemblée populaire nationale, Kera Boukari ne fait pas un pas dans la rue sans être interpellée par des passants parfois mécontents. Cela fait désormais partie de son quotidien et elle s'en accommode parfaitement. Moi, par exemple, je touche à peine 9 000 dinars. Je n'ai pas voté et je ne voterai pas. Madame, nous avons des devoirs, ok, mais nous avons des droits aussi. Dites-moi, madame, qu'ont fait ceux qui ont été élus avant? Même si elle est souvent encouragée par des sympathisants, la jeune députée du Parti des travailleurs à Mostaganem ne se fait pas d'illusions. Elle est consciente qu'il y a loin de la coupe aux lèvres et que pour faire changer d'avis aux plus réticents, il faudra mettre les bouchées doubles. C'est pourquoi, quand elle n'est pas apostrophée par les gens, c'est elle qui va régulièrement vers eux. Les Algériens sont très sensibles à ça, au fait d'aller vers eux, de taper à leur porte pour les voir et les écouter surtout. Elle a beau être la plus jeune membre de la Chambre basse, cette jeune maman est rompue à la politique. Elle s'y est intéressée très tôt, mue par l'envie de faire bouger les choses. Alors qu'elle a à peine 17 ans, la jeune militante intègre l'Organisation des Jeunes pour la Révolution affiliée au PT. Enfant déjà, je voyais Madame Hannoun, la secrétaire générale du parti à la télévision. J'étais très impressionnée par son courage et son charisme. J'ai toujours voulu être ou faire comme elle. J'ai tout fait pour relever ce défi, comme elle en a relevé des tas. Elle se distingue très vite et devient membre de la direction du parti. Un parcours impressionnant que la jeune femme de 27 ans doit surtout à sa famille. Nous l'avons toujours soutenu et encouragé. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, l'a conseillé tout le temps et lui disait de faire toujours attention. La jeune députée doit assister à une réunion au siège central de son parti à Alger. Et c'est comme à l'accoutumée, à bord d'un taxi collectif qu'elle s'y rend. Une façon pour elle de garder les pieds sur terre et de rester en contact avec la population. Pour la militante que je suis, le véritable Parlement, il est dans la rue. Le Parlement, c'est aller à la rencontre des gens, des citoyens et citoyennes, de parler, mais surtout d'écouter les travailleurs, les paysans, les jeunes, les femmes, les retraités. Le Parlement, c'est le contact avec le peuple. Kera a 5 années, le temps de son mandat, pour convaincre et ouvrir ainsi la voie à d'autres femmes, comme certaines l'ont déjà fait pour elle.
جاي مثال تتعاود نبقى بنفس الموضوع مادام الناس مازالت تعذب توجور لي مام مو حقرة وسفرانس هذه هي الورثة اللي خلتها لهم لا فرنسا تبع لا كادونس اسكت وش بيك يجبد على كلش ما تدورش غير بالبوليتيك تلمون تندم تخص لسانك بديك الدومين هذايا محمي باللي باربولي الكتريك عاديك الحبس وفيه الصالة للناس تحب تسقسي على سر قوالات جهنم ما تنساش احبابها سي لي باترون تاع شركة سوناتاز فرغوا لا كاس جيوبها متعبات كيموتوا كيفنوهم باللي كونترات على بابا تما بيرفات ما كانش البراد وينو لي كوفراك وكان رقصة في البلاد اولادي في روح حاصل بالنارينا في ركضوا دراري اللي ماتوا كل بلا فامينا وما عملهم باللي الشعب ويكرههم تحسب تغيظهم لا 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 لا, لا. Le chômage massif des jeunes, c'est l'un des fléaux majeurs de l'Algérie. Ils sont 70% sans emploi. Beaucoup vivent de l'économie informelle. Ils vendent des cigarettes, des parfums, toutes sortes de produits. D'autres ont fait le choix de créer leur propre entreprise. C'est le cas de Yacine. Il est fan de manga et il a lancé sa propre marque de t-shirts. C'est l'histoire d'une bande de potes. Quartier Al-Naïdja, Alger. Et le gars connu dans la place, c'est Yacine, alias Sino, parce que ça fait plus classe. Tous des rois de la vanne au rendez-vous du soir. Et Sino imprime, dans sa tête et sur les t-shirts. Chacun sa blague, chacun son textile. Pour Fouzid, c'est Jebda. Compliqué. Trop la flemme. C'est trop tout quoi. Jebda, son expression, Fouzid va maintenant pouvoir la porter comme un étendard. En toute simplicité, sans phare. C'est le principe des t-shirts. Ça caractérise un endroit, un moment, une personne. Une idée naît d'un délire toujours. Et le délire est devenu business. Perché dans la cité HLM, pas de local, juste une chambre, un ordi. Le talent sur l'écran pour imaginer les slogans. Ninja Wear, c'est un peu de tout. Hein. Ça a commencé par le délire. Il y a le sérieux, il y a la provoque, il y a un message politique. Mais l'axe de mes créations, c'est plutôt les slogans algérois. Formé à l'école de la publicité et passé par Londres une année, les slogans continuent de fuser à Alger, prêts à imprimer. Déjà 3000 t-shirts épuisés. Sur sa vitrine Facebook, Sino a passé les frontières de la cité. Mais sortir du virtuel et distribuer en réel, c'est là le big problème. Moi, je demande le t-shirt, par exemple, à 10 € et je lui dis le coût de transport 25 €. C'est décalé. Et le paiement en ligne, faut aussi oublier en Algérie. Pas de PayPal, faut trouver la parade. Sino appelle ça zigzaguer pour trouver le bon chemin. Il n'a pas de magasin sur la rue d'Idouche, les Champs-Élysées d'Alger, mais un pas de porte chez Zora, dans le souterrain de la galerie Audin. Ça marche bien. Ça va, oui, ça marche très bien. Les jeunes, ils sont contents parce que c'est nouveau ici en Algérie. C'est quelque chose de nouveau et chaque gamin, chaque personne, elle prend un t-shirt à sa façon. Ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut exprimer. Plus qu'un dépôt-vente, c'est le passage de témoins entre jeunes et anciens. Comme au Japon, sa passion, Sino veut mixer tradition et modernité, jouer l'ironie de la société. Son prochain slogan sur t-shirt sera pour Ramadan, Feignant Pro. Feignant Pro. Ça c'est pour Ramadan parce que la plupart des gens en Ramadan sont des feignants. Je suis fatigué. Et il prend une excuse de Ramadan. Ramadan, il n'y a pas d'excuse avec lui. Anyway. Premier t-shirt à l'impression, 200 en commande, des S, des M et des XL. Sino veut voir la vie en extra large. Ce qui est marrant, chocolat. Selon Sino, à Alger, il y a les Algériens et les Algétous. Lui et ses potes sont algériens. Ils rêvent de rafler la mise par ses graphes sur les chemises, sortir du souterrain et voir un jour tout Alger à ses pieds. Devenir Algétou.
cinquantaine de journaux, 28 en langue française. C'est un signe de la vitalité de la francophonie en Algérie. Et ce qu'on aime beaucoup ici, c'est la caricature. Rencontre avec le dessinateur Riles Aynouch. Alors Riles, comment vit-on aujourd'hui en Algérie quand on est jeune, comme vous? En fait, on ne vit pas, on survit. C'est difficile. J'ai l'impression que tous les jours en Algérie se ressemblent. Pour le mec, un exemple qui travaille, le week-end et le jour de travail se ressemblent parce que c'est tout le temps la routine, la même chose. Comme le week-end, on ne doit pas d'apprentissage trop par rapport aux occidentaux pour se ressourcir. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la routine, donc ça pose vraiment problème. Alors il y a des phénomènes très inquiétants en Algérie concernant les suicides, concernant les immolations ou encore les dépressions mentales. Comment vous expliquez ce désarroi, finalement, ce désenchantement de toute une jeunesse? Exactement, c'est ce qui fait ça, c'est la routine. Parce que les jeunes, ils ne savent pas où ils trouvent refuge. Ils essaient tous de s'enfuir, soit physiquement, comme les haragas, un exemple. Au péril de leur vie d'ailleurs. Voilà, exactement, soit par des visas d'études pour ceux qui ont une chance, soit par mentalement. Ils essaient de s'enfuir en regardant la télévision H24, en se connectant sur Internet tout le temps. Et d'autres qui boivent de la bière pour oublier, un peu pour fuir pendant quelques minutes. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors? La caricature jusqu'à 4 h du matin. Ça vous arrive de dessiner tard dans la nuit? Oui, bien sûr. C'est pour se réfugier dans mes dessins. Chacun de nous essaie de fuir cette réalité amère que nous vivons tous les jours par sa propre manière. Chacun a sa méthode pour fuir. Alors quand vous prenez votre stylo, je sais que vous avez l'œil, la plume aiguisée, quelle est la fonction première pour vous d'un dessin, d'une caricature? Ça doit faire rire, ça doit éveiller les consciences? Oui, bien sûr, c'est rire, réfléchir et réagir. Parce que quand on mélange le rire et le choc en même temps, l'homme ou l'être humain se met immédiatement à réfléchir. Ça donne immédiatement à la réflexion. Il y a une prise de conscience. Voilà, exactement. Parce que si je mets un dessin qui est simple, personne ne le regarde. Vous allez regarder un dessin, voilà. Il faut du sens en fait. Il faut du sens. C'est pas des bonnes années, des cartes de vœux qu'on fait, où on dessine un cœur, un Papa Noël. Non, il faut dessiner la réalité telle qu'elle est. Voilà. Alors ça, c'est un dessin qui est pour moi, à Riles, spécialement. Voilà, signé Aynouch. Voilà, c'est un collector que je vais garder. 50 ans après l'indépendance, l'Algérie est visitée par TV5 Monde. Faites comme chez moi. N'oubliez pas que vous êtes chez vous. Et il faut garder espoir, voilà. Comment rendre compte de la vie d'un homme dont la vie se confond avec l'histoire algéro-française, écrivain, grand reporter, éditorialiste que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent bien. Il est né en Kabylie, Slimane Zeguidour a grandi dans un camp de regroupement. Retour sur un parcours qui s'écrit des deux côtés de la Méditerranée avec Rémi Vincent et Richard Monrobert. Les montagnes de la petite Kabylie sont à 8 heures de route à l'est d'Alger, une région à l'avenir embrumé. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas d'horizon. Slimane Zeguidour a grandi ici, dans cette Algérie perdue, comme il l'appelle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus que des postes de contrôle de l'armée qui sécurisent la région, ou des gardes communaux. Il n'y a plus d'habitants. Il n'y a plus que des militaires pour quadriller ces montagnes, jadis le repère des Félagas durant la guerre d'Algérie, ou terre des terroristes islamistes durant la décennie sanglante des années 90. Désormais, sur la route de cette Algérie perdue, des centaines de villages sans visage, vidés. Motif, les habitants pourraient servir d'appui aux terroristes. Ça fait 20 ans que Slimane n'a pas revu son hameau natal. Un hameau comme celui-là. 20 ans qu'il n'a pas parlé à sa mémoire. Et puis il y a la porte des bêtes, le petit parapet, la soupente. Et là, c'est le foyer, le feu. Et là en haut, c'est les chèvres et les moutons. Et ça, c'est pour l'isolation. Ça fait de la peine de toucher ça du doigt. Slimane fait partie des 2,5 millions de déplacés sans indemnité durant la guerre d'Algérie. Tous regroupés dans des camps au cœur de la vallée. Ça, c'est le barrage d'Eragen. Et là, sous l'eau, se trouve le camp de regroupement d'Eragen où j'ai passé toute mon enfance dans la guerre. D'une certaine manière, c'est le décor de mon enfance, comme une sorte d'Atlantide, repose sous 230 millions de mètres cubes. Voilà. La quête de cette Atlantide a commencé il y a plusieurs mois, en Normandie. Ces baraques n'existent plus. Ces baraques n'existent plus. Non, hélas. Les photos des anciens appelés de la guerre d'Algérie sont les uniques passeports de cette mémoire commune. Et le linge qui sèche sur les toits des maisons. Des milliers de clichés, comme ceux transmis ce jour-là par André, ex-infirmier militaire au camp d'Eragen. J'ai entendu son message. Il demandait, parmi les appelés qui étaient à Eragen, si certains avaient des photos. Il y a 6 mois, j'en ai jeté la moitié. J'ai gardé celle-là. Ça, c'est Eragen. Ça, c'est Eragen. Ces diapos ont servi de base à un livre. Mais elles sont surtout le roadbook qui permet de redécouvrir aujourd'hui cette Algérie oubliée. C'était inespéré de retrouver ce paysage. On jouait ici. Ici, c'était l'infirmerie et une casernement de l'armée. Notre baraque était par là, là où il y a mon pouce gauche. 6500 personnes habitaient à Eragen en 1960. Ce n'est pas le contenu matériel de mes souvenirs, c'est les couleurs de ma mémoire et de mes souvenirs. 50 ans plus tard, elles ne sont plus que 250 au milieu de militaires que nous ne sommes pas autorisés à filmer. Slimane peut errer dans les rues, humer les arbres fruitiers, mais difficile d'y sentir la vie. Plus de boulangerie, plus de commerce, juste le sourire des anciens. Il a été avec moi à l'école, dans le camp. Oui. Dans le camp. Et j'y pense tous les jours. Donc je rêve parfois que je vais au village. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien ici. Il n'y a pas d'eau non plus, ou presque. Et pourtant le barrage n'est qu'à 300 mètres. À croire que tout est fait pour laisser enclaver cette petite Kabylie et faire fuir les derniers habitants. Les 230 millions de mètres cubes d'eau qui sont ici devraient être au service de 250 habitants. En principe, il y a 1 million de mètres cubes d'eau par habitant à Eragen. Mais l'eau courante ne coule que 2 heures par jour. Ultime bilan d'un pèlerinage en terre délaissée. Slimane est pris à part par le responsable de la sécurité de la région,
impossible d'aller plus loin. Tu peux filmer les barrages, mais pas les forces de sécurité. Ok, le barrage et le Oued Djendjen, avec le chemin qui mène à mon village. Non, tu ne t'avances pas sur le chemin. C'est sensible. On veut que toi et tes étrangers rentriez sains et saufs. Autorisation refusée, 20 ans que ça dure, toujours la même fin de parcours à 7 km de El Ouedja, le village natal, officiellement pour des raisons de sécurité. Ça fait 20 ans que j'essaye d'y aller. Ce n'est jamais le bon moment. Vous voyez ce pays-là? Vivre ici? Il n'y a rien. Écoutez le silence. C'est un silence de mort. Silence sur cette Algérie. Slimane Zeguidour, comme les 2 millions de déplacés, ne légueront jamais de maison. Juste des photos en héritage. يا تزيني يا العزيمة سمت قيمتك عديمة حبك في قلبي دماء إلى يوم الدين قولوا لي يا سامعين ريحتك هجاوي قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة Le jardin d'essai, un endroit très fréquenté par les Algérois. On y vient en famille pour apprécier sa verdure. Eh bien, je vais à mon tour profiter de ce décor avant d'aller à la rencontre de la jeune peintre Mouna Benhamani. Vous venez parfois peindre ici, Mouna, c'est un lieu qui vous inspire? Oui, je viens très souvent ici pour faire des croquis, des peintures. C'est vrai que c'est un lieu très atypique, en pleine ville comme ça, donc c'est un endroit qui m'inspire beaucoup, c'est vrai. Alors, les paysages vous inspirent, les régions d'Algérie également, notamment le Sahara, Mouna. Exactement, la dernière exposition portait sur un voyage que j'ai fait au Sahara. Et ça retrace un petit peu tous les rituels, toute la culture algérienne, le patrimoine, etc. Alors il y a notamment cette toile que, à titre personnel, j'aime beaucoup, ce portrait de femmes. Elles sont 3, c'est à Janet. Ouais. Les femmes, justement, parlons-en, Mouna, elles sont désormais presque un tiers à l'Assemblée nationale. C'est un fait nouveau. On imagine que ça vous fait plaisir, non? Oui, bien sûr que c'est important. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être donner un peu plus d'importance à la femme et plus de crédibilité, c'est vrai. Mais après, on attend de voir le réel impact, le réel apport politiquement, quoi. Dans la société, sur les droits des femmes, par exemple? Exactement. Alors l'autre question que je voulais vous poser, c'est finalement toute cette jeunesse en Algérie, finalement très créative, alors qui vit aussi des difficultés, mais qui finalement essaie de garder espoir. Il y a parfois, on a l'impression, une fracture entre la jeune génération et l'ancienne. Les dirigeants, les décideurs sont souvent très très âgés. Déjà, vous avez parlé de difficultés au quotidien. Je crois que c'est ce qui nourrit en fait leur créativité. C'est ce besoin d'exprimer justement toutes les difficultés qu'ils ont à vivre. Et pour ce qui est de la fracture entre les dirigeants et nous, l'Algérie, c'est une population majoritairement jeune. Et c'est vrai que malheureusement, on n'arrive pas à faire confiance, peut-être, à s'identifier déjà à ce que, même dans les dernières élections, par exemple, ce qu'on nous propose comme parti politique, etc., on n'arrive pas à s'identifier à eux et à leur projet. Oui. D'ailleurs, il y a une cassure qui s'est faite à ce niveau-là. Je crois que le jeune Algérien ne s'implique pas vraiment. Ça dans le rater le politique, c'est ce qu'on entend parfois. Ça veut dire le politique, oui. Ça veut dire je fais pas de politique, me parlez pas de politique, non.
الجزائري يا مرض الأحرار انت جيتك جوال نحكي على الحال جيتك نحكي عسل في كل قطار واش اللي صار في الدار فوق كانوا سلام سلام عليكم ناس الحضار سلام عليكم سلام عليكم ناس الحضار سلام عليكم Concilier sa vie de famille avec son entreprise, c'est le pari réussi par Hanan Abdou. Elle a inventé le premier insecticide bio, 100% algérien. Voici son portrait. Il est signé Iman Khmissi. Alors que le béton avance doucement et sûrement dans la périphérie d'Alger, la journée a commencé pour Hanan. Comme chaque matin, sur les chapeaux de roue. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'était j'étais en train de déposer ma fille à l'école et là, je suis au boulot. Il y a du boulot qui vous attend. Oui, je sais. C'est une journée très chargée. Responsable dans un groupe immobilier et patronne de sa propre entreprise, elle gère 2 carrières en même temps. La boîte et on doit confirmer. Par la suite, oui. Alors, c'est-à-dire que si je ne mets pas mon Bluetooth, c'est que je serai en coupure avec mon activité pendant tout le trajet. À 40 ans, la chef d'entreprise attend son 4e enfant. Mais pas question de lever le pied. Comme chaque jour, Hanan le passe au volant. Avant, je conduisais jusqu'à 9 mois. Sa petite entreprise, BitBait, rencontre des soucis. En 2004, son frère, qui est aussi son associé, invente un produit révolutionnaire. Un pesticide 100% naturel, non toxique pour l'environnement. Aujourd'hui, ils souhaitent agrandir leurs locaux pour produire plus, mais leur dossier bloque au niveau de l'administration. Elle a rendez-vous dans un ministère pour exposer son problème. Normalement, c'est bon. Ils m'ont promis de m'aider. Ils ont téléphoné tout de suite à quelqu'un qui va me prendre un rendez-vous avec le directeur de l'enseigne. C'est pour activer un petit peu les choses. Mais tout n'est pas noir pour Hanan. C'est le jour du bulletin scolaire. La petite dernière a bien travaillé cette année. Très bien, bravo. Une fois arrivée à la maison, il faut déjà repartir. Hanan se rend à l'autre bout d'Alger. En attendant un financement pour agrandir la surface, c'est dans ce local que travaillent ces 9 employés. Que des femmes. Ils sortent pas beaucoup, ils sont ponctuels. C'est bon, on a essayé de travailler avec des hommes, mais c'est beaucoup plus facile de gérer des femmes. Hanan et son frère produisent ici des pesticides labellisés bio, brevetés à Alger et à Genève. Ils viennent de recevoir le premier prix de l'innovation africaine 2012. Le fruit de plusieurs années de travail. Le travail, une valeur transmise de mère en fille. À 78 ans, on ne dirait pas. Il faut toujours travailler, bouger. Hanan et son frère discutent l'emballage d'un anti-cafard moins cher, leur tout nouveau produit. En attendant de se faire connaître dans un secteur où ils sont pour l'heure des pionniers. Alors, la couleur,
Ouvrir les médias au secteur privé, c'était l'une des promesses du président Bouteflika l'an dernier en réponse au printemps arabe. Alors la libéralisation n'a pas encore eu lieu, mais l'on s'y prépare ici, notamment via les Web TV, l'une des plus novatrices du moment, Zaïre Web TV. Oui, parce que là c'est à mon tour de faire une interview. Moi, Allah les fils. Et moi, c'est quoi ce terrain-là? Moi, je trouve, c'est l'Algérie. Il y a des enfants qui jouent ici? Il y a même des seniors, des gros monsieur qui jouent ici. Sur un terrain comme ça? Bah oui. Alors, vous venez de présenter votre émission. Excuse-moi. Tu me dis s'il te plaît, parce que moi, les veaux, là, c'est pas mon truc. Bon, alors exceptionnellement, ça sera dessus. Tu viens de présenter ton émission Kelma Kelma. Alors, j'ai eu du mal à la traduire, en fait, mot à mot, mot après mot. Et j'ai trouvé, je pense, tu seras d'accord, c'est plutôt du coq à l'âne. Pourquoi du coq à l'âne, l'expression française? C'est un changement de situation. C'est que je peux te parler de la mort de ton grand-père et deuxième question, enchaîner avec quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Dessin animé de je sais pas quoi, tu vois. Et c'est des questions qui fusent comme ça. Pourquoi ce style, justement, finalement très proche des gens, très simple? À la base de Zaïre Web TV, c'est le net, c'est les jeunes, c'est les gens, c'est tout ça. Moi, je veux que le téléspectateur qui me regarde devienne ami avec moi, soit à l'aise, tu vois. C'est comme si on était là, et déjà à la base, tu m'as dit vous, je t'ai dit tu. Alors là, tu viens d'interviewer un footballeur du championnat algérien. Un mondialiste. Un mondialiste, il a participé à la Coupe du Monde 2010, c'était en Afrique du Sud. Pourquoi un footballeur aujourd'hui, par exemple? Comment vous choisissez vos invités? C'est au gré de l'actualité? Non, c'est plus parce que j'ai eu son numéro de téléphone. J'ai eu son numéro. Une star, alors c'est ça. Tu connais les stars, alors t'es dans le showbiz. Showbiz algérien, c'est pas vraiment showbiz, tu vois. C'est plus, t'as vu l'invité, il était sympa, cool, tu vois. Et on était à l'aise. Tu sais pourquoi on est là, TV5 Monde et Maghreb Express, puisque c'est le cinquantenaire de l'Algérie. Question toute simple, que peut une émission comme la tienne, Kelma, voire même Zaïre TV, pour faire avancer l'Algérie, la société, par rapport à une télé classique, je veux dire celle qu'on connaît aujourd'hui? Ça nous sort un peu d'une routine carrée qu'on connaît par rapport à ce qu'il y a eu ou ce qui en est toujours à la télévision algérienne. C'est plus jeune, c'est beaucoup plus rapproché de l'Occident parce que nous, nos références, c'est Canal+, c'est tout ça, tu vois. Alors, à travers ça, nous, on veut montrer... Plus spontané, plus jeune, plus naturel. On veut montrer ce qu'on est, tu vois. L'Algérien, il est ça. Il n'est pas oui, na'am, innaka, c'est plus... Alors, tu as deux expressions, tu me l'as dit d'ailleurs au début de l'interview. C'est... Ça va, la base, donc est-ce que ça va mon frère, mais plutôt dans le sens mon pote. Et la deuxième, c'est... Rester connecté. Nous sommes sur le plateau du Café des Sports, émission que vous vous apprêtez à présenter. Riyad Belkhedim, merci de nous accueillir à quelques minutes donc du coup d'envoi. Alors vous dirigez Zaïre Web TV. On entend beaucoup parler de foot dans votre Web TV qui va bientôt fêter ses 1 an, mais on ne refait pas seulement le match. Pas seulement, on ne parle pas de foot, beaucoup de foot, c'est vrai. D'ailleurs, cette émission est une des pionnières de la chaîne sur Internet. Mais après quelques mois et la couverture notamment du championnat de Ligue 1 professionnel, on s'est intéressé aux sujets de culture, les sujets de société et également la politique. Alors j'ai appris un mot grâce à vous, c'est celui de télénaute. C'est quoi un télénaute ? Si vous voulez, c'est un mélange entre internaute et téléspectateur. Le mot est né comme ça, il est né spontanément dans une émission ici même sur ce plateau. C'est en plus le slogan de la chaîne, c'est regarder la télé autrement. Devenir télénaute, c'est regarder la télévision sur Internet. Alors ça ne vous a pas échappé, Riyad, on a beaucoup parlé de révolution Facebook et des réseaux sociaux depuis le début de ce qu'on appelle le printemps arabe, expression d'ailleurs que rejettent les révolutionnaires égyptiens ou encore tunisiens. Est-ce que vous, ici en Algérie, vous parleriez des prémices d'une révolution médiatique avec notamment les web TV ?
Prémisse d'une révolution, je ne sais pas, mais une évolution, ça c'est certain. On s'inscrit dans une droite logique de ce qu'avait annoncé le président de la République en avril dernier, c'est-à-dire une ouverture médiatique. On s'inscrit, je vous le disais, dans ce contexte-là. Avoir le succès de Facebook, franchement, je l'espère, hein, quand on voit le succès de ce site. Mais pour révolutionner quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas pour faire évoluer les mentalités, montrer aux Algériens de ce dont ils sont capables, parce que la chaîne, elle est faite par des jeunes, moyenne d'âge 25 ans, et regardée par d'autres jeunes algériens. Et, à Montréal, d'ailleurs au Canada, hein, vous me le disiez, ou dans toutes les capitales européennes. Eh bien, bonne émission à vous. Un clin d'œil maintenant à un autre pays qui célèbre cette année le 50e anniversaire de son indépendance. Il s'agit de la Jamaïque, berceau du reggae, une musique qui s'est développée aux quatre coins de la planète. À Oran, le groupe Démocratos s'est fait un nom sur la nouvelle scène algérienne. Ambiance avec Yasmine et Chaïb. Au groupe Démocratos, la notion démocratose, ça fait deux choses, la démocratie et tose. Tose, c'est plus un mot un peu humoristique et tout, par rapport à la démocratie en général. La démocratie n'existe pas en réalité. Ouais. C'est un rêve. Avec leur talent, ces jeunes musiciens oranais fusionnent le patrimoine gnawi au rythme reggae dans leurs propres mots et leur propre vécu. Formés depuis à peine 8 mois, ils ont fait le buzz sur la toile et se sont imposés sur la scène oranaise et un peu partout en Algérie. Démocratos se considère comme l'une des voix de la jeunesse algérienne. On est tous des étudiants, on est de la même catégorie que les jeunes Algériens, qui est chômeur, qui est l'irdam, qui est l'iga'ad. Donc on représente la jeunesse algérienne. On met en première position qu'on est des musulmans, on respecte tout le monde, on respecte toutes les religions, on respecte... c'est ça. On aime tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est ça notre esprit démocratique. El Behia ou La Radieuse a vu naître de grands artistes musiciens, écrivains et hommes de théâtre. El Behia est aussi l'histoire d'un combat continu pour la liberté d'expression. La Radieuse bouillonne de créativité. C'est ici, dans cette pizzeria, que se rencontrent les membres de Démocratos ainsi que de nombreux autres jeunes talents. Un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Ah, toi, ta place n'est pas ici. Il faut que tu pars à l'étranger pour devenir un grand artiste. Ou je sais pas. Ben, ma place est ici. Ma place est en Algérie. J'aimerais bien progresser ici. Nous, on incite les jeunes à fournir davantage d'efforts, de travailler, à plus de discipline, on va dire. Faut pas abdiquer. Bob Marley dit très bien « Don't give up the fight », c'est-à-dire n'abdique pas sans combattre, on va dire. Comme tous les rastas du monde, Démocratos, c'est aussi une manière d'être et de vivre. وإذا كانك مصغر في العومة وتلعب بالون هادي دالتك انت تولي شامبيون وليد الجيري بالكورة مهبول معروفة بزمان الهضرة في التيرة نقص ديسكور خلي البالون يدور دير كيما زيدان ومن النار للغزوات من السود للنور جونا من كل مكان
Je découvre le métro d'Alger. Il a été inauguré l'année dernière à la capitale algérienne, qui est ainsi devenue la deuxième capitale d'Afrique à se doter de ce moyen de transport après le Caire. Je pars à la rencontre de Walid des Crossfaders. On vous présente souvent comme une star de l'électro en devenir ici en Algérie. Walid, est-ce que c'est une expression qui vous fait plaisir? Bah, une star, non, je dirais pas une star parce que c'est un peu exagéré en fait. C'est pas ce qu'on veut, moi, Yacharaf. C'est plutôt faire partager notre musique au public, leur faire découvrir nos sons, ce qu'on fait, ce qu'on produit. Mais de là à vouloir être connu et tout, non, ça nous intéresse pas. Alors est-ce que c'est facile justement de partager vos sets, vos sons avec le public à Alger ou dans d'autres villes du pays? Ben, c'est un peu difficile en fait, parce que ça manque d'endroits, ça manque d'organisation, on va dire. Dans la programmation par exemple? Dans la programmation, oui. Surtout par rapport à la musique électronique, parce qu'en fait on l'associe beaucoup au monde de la nuit. Et la nuit à Alger, t'as pas 36 endroits en fait où tu peux faire des sets ou faire des lives. C'est pas encore Berlin ou Ibiza quoi? Ça pas du tout, non. C'est pas. Enfin, on y va peut-être. Même pour avoir une date en fait dans une boîte de nuit, c'est un peu galère en fait. Ouais, il y a une dizaine de jours, on a joué on a fait de la musique et tout. C'était en plein jour et tout, c'était 24 heures de musique en fait. Pour te dire que c'est pas que la nuit en fait. Alors premier, vous m'invitez à votre prochain concert? Oui, t'es le bienvenu en fait. C'est Boulevard Che Guevara que l'on referme ce spécial MOE à Alger. Merci à tous nos invités ainsi qu'à toutes les équipes de la télévision algérienne et de TV5 Monde. Retour à Paris avec à mes côtés et pour la première fois dans Maghreb Orient Express, Benjamin Stora. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien. Alors vous êtes né en Algérie, à Constantine, Benjamin Stora. Est-ce qu'après avoir visionné ensemble ce magazine MOE spécial Alger, il y a une image, une séquence que vous retiendrez plus qu'une autre? Moi, ce que je retiendrai d'abord, c'est la vitalité, l'énergie, le dynamisme de la rue. Et puis aussi la générosité de l'accueil de toutes les personnes que vous avez interrogées, qui se sont toutes prêtées comme ça spontanément
à ces paroles, qui ont livré leurs sentiments. Je crois que c'est entre cette générosité et le dynamisme de la rue et des gens qui sont là, qui veulent absolument faire quelque chose. C'est ça qui m'a frappé surtout. Alors, vos 2 derniers livres, on va les présenter, Benjamin Stora. La guerre d'Algérie vue par les Algériens, c'est un livre coécrit avec Renaud de Rochebrune. C'est aux éditions de Noël, des origines à la bataille d'Alger, avec une préface de Mohamed Arbi, également historien comme vous. L'autre livre, c'est La guerre d'Algérie expliquée à tous, Benjamin Stora. Et là, on va s'arrêter sur ce titre qui m'interpelle. En général, on explique un sujet à son fils, c'est la mode, c'est ça, à son petit-fils ou autre. Vous avez choisi, vous auriez pu le faire, à un membre de votre famille. Pourquoi à tous? Il y a un déficit concernant cette guerre d'Algérie. Il faut encore 50 ans après l'enseigner dans les livres d'histoire manuels en France ou en Algérie. Effectivement, vous avez raison de souligner le fait que cette collection, théoriquement, c'est tel événement expliqué à mon fils, par exemple. Là, il s'agit d'expliquer quelque chose de très compliqué, de très douloureux pour les Français, expliqué à tout le monde, c'est-à-dire à tous les groupes porteurs de la mémoire, et pas simplement les Français, mais les Algériens aussi. Et c'était toute la difficulté de ce petit livre, d'essayer de ramasser, de condenser et d'expliquer ce qu'a été à la fois la gravité, la complexité, la dureté de cette guerre. Alors vous parliez de la vitalité de la jeunesse algérienne et de la rue dans ce pays. Il y a un contexte que vous connaissez, qu'on appelle le printemps arabe. L'Algérie connaît une situation particulière. Il y a eu 5 morts début 2011 lors des manifestations. Est-ce que vous diriez en tant qu'historien que la guerre d'Algérie, elle a encore aujourd'hui une résonance et elle explique la situation peut-être décalée par rapport à ses voisins de l'Algérie ? Moi, je crois en grande partie, effectivement, que le poids de l'histoire et de la guerre d'indépendance continue de peser sur les mémoires, sur la conscience algérienne, d'autant qu'il y a eu encore un conflit terrible, ce qu'on a appelé la décennie sanglante en Algérie tout au long des années 90, ce qui fait qu'en l'espace d'une trentaine d'années, c'est-à-dire des années 50 aux années 90, il y a eu près de 300 ou 400 000 ou 500 000 morts en Algérie, ce qui est considérable, et ce qui a pesé sur les familles, sur les comportements, et qui peut expliquer effectivement que les autres pays qui n'ont pas connu ces guerres d'indépendance, l'Égypte, la Tunisie, n'ont pas connu cette sortie de la colonisation avec une telle cruauté, une telle dureté. Et donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, l'histoire joue comme un frein dans le fait de vouloir exactement être au diapason de ce qui se passe dans les pays environnants. Alors, on dit souvent que 50 ans, c'est l'âge de raison, de la maturité. Est-ce que vous, et là c'est une question plus personnelle, vous êtes historien, mais à titre personnel, comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie? C'est un pays jeune. Est-ce que vous vous attendez à des changements profonds dans les années à venir ou est-ce que vous dites que le statu quo peut encore durer longtemps? C'est à la fois l'Algérie est à la fois un pays jeune, bien sûr, par sa population et par le fait qu'elle a accédé à son indépendance il y a seulement un demi-siècle, mais c'est à la fois beaucoup, notamment pour les aspirations qui s'expriment dans la société algérienne et dans la jeunesse, qui veut absolument sortir de l'immobilisme, du statu quo, d'être au diapason, effectivement, des pays méditerranéens, et les espérances, les espoirs, les désirs de liberté qui sont très forts. Et puis le mal-vivre qui existe en Algérie, tout le monde le sait, on le voit à travers d'ailleurs l'ensemble de vos reportages. Et ce qui est d'ailleurs remarquable dans tout ce travail effectué, c'est le bouillonnement, l'énergie, le dynamisme de tous ces jeunes et principalement des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans vos reportages, actrices de cinéma bien sûr, artistes peintres, mais on a vu aussi une chef d'entreprise qui est jeune aussi et qui toutes prennent en main leur destin. Et il y a une volonté de ne pas rester confiné dans le statu quo, dans ce qu'on voit dans l'ensemble de vos reportages. Alors vous avez parlé de la Méditerranée. Quel rapport justement entre les deux rives, notamment entre la France et l'Algérie? On sait que les relations sont toujours passionnelles 50 ans après. Vous avez appelé récemment le nouveau président français François Hollande à faire, je cite, des gestes d'apaisement mémoriel. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il faut reconnaître ce qui s'est passé durant la colonisation française, c'est-à-dire les exactions qui ont été commises. Je crois qu'il y a des gestes symboliques forts qui peuvent être faits ici en France, ou bien sûr lors de voyages en Algérie. Le 17 octobre 61 à Paris. C'est vrai qu'il y a eu effectivement un geste très fort le 17 octobre 61. J'étais d'ailleurs à ses côtés sur le pont de Clichy l'année dernière, enfin en 2011, donc c'est très important. Mais il faut peut-être faire plus, faire davantage. Des excuses officielles? Peut-être à l'occasion de voyages officiels en Algérie, peut-être à l'occasion du 5 juillet, ou peut-être à l'occasion d'un discours qui marque suffisamment les esprits pour permettre d'apurer ce contentieux mémoriel, de tourner cette page, et puis d'avancer. Et pour signer enfin ce traité d'amitié entre les deux pays. D'avancer vers la modernité, etc. Merci beaucoup Benjamin Stora. Alors je rappelle que demain soir, lundi, vous serez en duplex, en direct, pendant près de 2 heures, je crois, à la télévision algérienne, à Canal Algérie, sur le thème de l'écriture de l'histoire.
l'histoire. Voilà pour les téléspectateurs qui veulent vous suivre des deux côtés de la Méditerranée. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Maghreb Orient Express spécial Alger pour le 50e de l'indépendance. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le dernier numéro de la saison. D'ici là, on attend vos réactions et vos commentaires sur Facebook et sur Twitter. Merci à tous.